Regardez combien il y a de personnes. Ça arrive, hein. Je te laisse me donner le go, hein, Fabrice. Je vois que ça arrive encore beaucoup. Jean-Mylène, Eh bien, je propose qu'on démarre, Fred, si ça te convient. Ok, j'ai pas eu le temps de voir combien on était. Zoé, on est combien? On est 81. On est 80. Et plus nous tous, une petite centaine. Ok, et j'entends que ça continue. Oui, je compte les gens qui sont aussi dans la salle d'attente. Ok. Ouais. Eh ben, allez, démarrons donc. Bah, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi qu'on se retrouve pour ce webinaire. Donc, c'est le 11e. Les équipes tiennent strictement le nombre de webinaires. Donc, voilà, on est sur notre numéro 11. Et comme à l'accoutumée, avec les équipes de MSH France et Tunis réunies autour de ce webinaire. Alors, pour m'accompagner sur ce webinaire, on va avoir Amandine. Alors, on peut peut-être passer à l'ordre du jour. On va avoir Amandine, qu'on ne présente plus, Doua, Pauline Vincent, qui travaille chez Doua, MG, qui est au marketing, Monsieur Jumel, qui est un incontournable, et puis j'en profite pour indiquer ceux qui font tourner derrière ce webinaire, d'abord et avant tout Caroline, forcément, et puis Yasmina, Zoé et Fabrice. Donc merci à vous pour nous accompagner sur ces webinaires aussi précieusement. J'ai oublié personne, Fabrice, tiens, tu me dis si j'oublie quelqu'un. Et à Marie également. Et Marie, pardon Marie. Toujours risqué quand on annonce d'oublier une personne. Alors, on a un peu, comme à l'accoutumée, l'actu générale. Alors, j'ai un peu changé. On commencera à l'intérieur par le baromètre social. Voilà, histoire de ne pas mettre les chiffres en premier, mais les femmes et les hommes. Donc, je vous parlerai du baromètre et puis après, on fera un peu l'actu du groupe.
Amandine fera plus l'actu MSH, les chiffres, où on en est par rapport à cette période de l'année sur l'exercice 2024. Et puis, on est dans ce qu'on appelle le money time, hein, c'est-à-dire que c'est maintenant on a des oraux, on attend des décisions des clients, etc. Donc, c'est le moment un peu d'angoisse. Et Laurent nous racontera un peu où on en est sur le business, ce qui se profile, ce qui est dans le tuyau. Voilà, donc et MG nous parlera également de ce que l'on fait sur le blog Abroad by Message qui doit contribuer à générer des leads également sur le business individuel. Voilà, à partir de là, on fera comme à l'accoutumée un questions et réponses de manière à ce que ben voilà, vous puissiez poser toutes les questions que vous avez. Donc, comme toujours, vous pouvez utiliser le chat. Enfin, je laisserai Fabrice expliquer voilà, tout ce que vous pouvez poser comme question. Mais comme toujours, hein, il n'y a pas de... La mauvaise question, c'est celle qu'on n'a pas osé poser, hein. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Des fois, je ne peux pas répondre. Des fois, on n'a pas la réponse. Mais si on l'a, on vous la donnera bien volontiers. Et puis, dans notre actualité, il y a également l'ouverture de Kuala Lumpur. Le bureau tourne depuis maintenant pas tout à fait 10 jours avec des équipes formées sur place. Donc, on s'est dit que ça serait bien de faire un petit flashback et puis raconter un peu l'histoire de Kuala Lumpur et de vous montrer. Alors, on aurait aimé qu'ils soient là, mais là, il est un peu tard pour eux. Donc, enfin, voilà, on ne pourra pas les avoir en live, mais Doua et Pauline vous raconteront un peu comment s'est passée l'histoire de l'ouverture de Kuala Lumpur. On répondra à toutes les questions, ou elles répondront à toutes les questions que vous pourriez avoir, et puis on arrivera gentiment à la conclusion. Voilà, ben, je vous propose du coup qu'on démarre. Alors, un mot pour accueillir Yasmina, qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps. Yasmina va reprendre la partie com interne qui était réalisée jusqu'à présent par Zoé. Donc, un grand merci à Zoé pour avoir géré aussi bien les webinaires, accompagné sur les kick-offs, etc. Et Zoé va continuer effectivement à œuvrer sur le marketing digital. Et puis, on a même des projets pour Zoé sur éventuellement aller dans un autre bureau de la maison, tout récent, qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps, mais je ne dis pas le nom, bien sûr, pour nous accompagner toujours dans le travail au niveau de la France, mais également pour explorer la région, puisqu'on se dit qu'un jour, ça sera bien de faire du business là-bas également. Je ne sais pas si Yasmina, tu veux dire bonjour. Bonjour Yasmina Sevestre, donc comme disait Frédéric, j'ai rejoint l'équipe de Fabrice Tufigo le 16 septembre dernier, donc pour travailler sur tous les projets de com interne. Merci pour votre accueil et puis je suis ravie d'être parmi vous. Bienvenue à toi. Et puis voilà. Donc merci à Zoé, mais tu continues avec nous, bien évidemment, et avec grand plaisir pour nous. Tu voulais dire un truc, Fabrice, j'ai oublié peut-être sur les questions, tout ça, non? Oui, c'était juste pour rappeler 3 petites choses. Un, le fait qu'il y aura un replay du webinaire, donc qui sera mis à disposition dans la foulée. La possibilité de poser vos questions de manière anonyme en utilisant le module question and réponse, question-réponse. Vous pouvez cliquer sur un petit module qui permet de poser la question de façon anonyme. Et puis à la fin, il y aura un petit QR code. Donc si vous pouvez prendre simplement 2 secondes, s'il vous plaît, pour répondre au questionnaire, ça nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Super. Eh ben, on démarre alors avec l'actu. Et comme je vous le disais en intro, donc Amandine va m'accompagner. Comme je vous le disais en intro, je vais commencer par le baromètre, histoire de voilà, mettre au cœur les résultats et ce que vous nous avez dit et quelle sera la suite. D'abord, un grand merci. Donc là, ce que vous voyez, c'est le résultat de tout MSH. En fait, la MSH Chine n'a pas souhaité participer au baromètre dans la mesure où, effectivement, il y avait un sujet autour de la langue, etc. Donc, le baromètre de MSH, c'est tous MSH, Dubaï, Tunis, Hambourg, Paris et le Canada. Et un grand merci puisque 76% des personnes à qui, enfin, voilà, des populations ont bien répondu. Donc, merci de votre participation, c'était vraiment important.
Le deuxième élément, c'est le NPS, donc le Net Promoter Score. Il y a une question autour de, sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau recommanderiez-vous MSH à un ami? NPS, ça veut dire Net Promoter Score. Donc, et alors, comment il est calculé? Merci pour la question. Vous allez mettre une note de 0 à 10. Sur une note de 0 à 10, je recommande à un ou une amie de rejoindre notre entreprise. Euh, Si je mets une note qui est de 0, alors qu'il ne faut pas que je dise de conneries, qui doit être de 0 à 4, je suis un détracteur. 5 et 6, je suis un non-ambassadeur. 7 et 8, je suis un passif. 9 et 10, je suis un ambassadeur. La façon que je parle sous ton contrôle, Fabrice, hein, quand je dis une bêtise, tu m'arrêtes. La façon dont on va ensuite noter, c'est qu'on va prendre les ambassadeurs, donc ceux qui ont voté entre 9 et 10, la somme des gens qui ont mis une note entre 9 et 10, et on va soustraire l'ensemble des gens qui ont voté entre 0 et 6. Donc, si je fais un exemple, il y a 10 personnes qui votent. Sur les 10 personnes qui votent, il y en a 4 qui disent je suis entre 8 et 10. Et puis j'en ai 4 qui disent entre 0 et 6 sur le niveau de recommandation. J'ai un NPS de 0, plus 4, moins 4, ça fait 0. Donc on peut avoir un NPS négatif et on peut avoir bien sûr après un NPS positif en fonction du nombre de personnes. Je ne sais pas si j'ai été clair, hein, n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Mais du coup, on a une note de 11. C'est une progression de 12 points par rapport à l'année dernière. C'est vraiment une belle progression. Donc, voilà, c'est un indicateur dans lequel vous dites, ben, je recommanderais plus facilement un MSH à des gens dans mon entourage, ce qui traduit quand même le fait que voilà, vous estimez que c'est un endroit bien pour travailler puisque vous le recommanderiez. Donc, ce point, c'est pour ça qu'on l'a mis là, est vraiment important par rapport au retour. Donc, voilà, une jolie progression. On est passé de -1 à +11. Si on passe au suivant, j'ai essayé de faire quelque chose de pas très simple. C'est tout simplement, à gauche, on regroupe un certain nombre de questions sur des thématiques. Euh, il y a par exemple un point de force, le dialogue avec mon manager est ouvert. Donc, je peux échanger avec mon manager. Vous notez plutôt bien sur cet aspect. Ça va être ce qu'on appelle le management. Euh, je me sens respecté dans l'entreprise. Ça va être ce qu'on appelle le bien-être. J'ai une bonne vision de la stratégie, c'est ce qu'on appelle la stratégie. Donc, sur l'ensemble des différentes questions auxquelles vous avez répondu, on va le regrouper sur les items que vous voyez sur le chart de gauche, fonctionnement, autonomie, stratégie, etc. Donc, c'est les grands thèmes dans lesquels... Et là, donc les notes sont de 0 à 5. Et là, ce que j'ai mis, c'est MSH, c'est la courbe un peu orange, comparée au reste du groupe, donc comment ont voté l'ensemble des collaborateurs de DioCSI. C'est juste pour qu'on se la pète un peu en 5 minutes, puisque vous voyez que chez MSH, vous avez globalement noté au-dessus de l'ensemble de vos collègues. Donc, du coup, voilà, du coup, ben, on sent qu'il y a je pense on est sur un métier qui est très sympathique. On accompagne les gens pour leur santé où qu'ils sont dans le monde. Et ça se retrouve un petit peu dans les résultats que vous donnez. On voit quelques points de force, on va les voir après, mais euh, vous trouvez que l'entreprise essaye d'avoir un impact positif sur la société. Vous l'avez mentionné, mais vous estimez que le dialogue avec le manager est ouvert. Vous trouvez qu'on vous donne accès aux objectifs et comment vous pouvez contribuer à l'objectif de l'entreprise. Vous dites que vous connaissez vous-même en fait vos propres objectifs. Il y a deux trucs et comment ces objectifs vont contribuer à la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, il y a un certain nombre de points de force qui apparaissent et vous voyez sur la partie de droite euh, comment nous avons progressé puisque si vous vous rappelez, on avait mis en place un plan d'action suite au baromètre social de 2023 de manière à essayer de travailler nos points de force, mais aussi là où nous devions améliorer. Là où, ah oui, EES, Employee Engagement Survey, pardon, c'est le baromètre social, mais écrit en anglais. Et donc, vous voyez en bleu,
c'était le résultat moyen de 2023. Et en orange, là, on n'est que chez MSH, c'est le résultat de 2024. Donc, j'ai une grande fierté parce qu'on a progressé sur tous les items, on ne régresse nulle part. On était faible et on l'est toujours, je trouve, sur l'aspect évolution, mais néanmoins, avec ce qu'on essaye de mettre en œuvre, ça fonctionne puisque vous trouvez qu'il y a une amélioration. Donc, dans la partie évolution qui reste quand même un peu un point de faiblesse, c'est notamment la phrase j'ai de la visibilité sur mes possibilités d'évolution et l'entreprise m'accompagne dans l'amélioration de mes compétences. Donc, on fait pas mal de choses, mais voilà, enfin, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler, vous le verrez après. Dans les autres points d'amélioration, ça va être la communication entre les équipes, sur lequel vous dites qu'on peut encore travailler. Et puis, alors, c'est plus pour Tunis, l'environnement de travail. Je pense que c'était le bureau. Je sais qu'on est en train de changer c'est pas fait, les chaises, notamment. Mais il y avait une notion autour de l'environnement de travail sur lequel je pense qu'on doit encore travailler. Et je pense qu'il y avait également un point sur l'autonomie et c'était plus au niveau de Tunis. Donc voilà le résultat un peu haut niveau. Et puis on a demandé à Marie Tollier, donc, qui est la RH qui s'occupe de Paris et Tunis, de travailler sur un plan pour avoir des actions de manière à conserver là où nous sommes forts, mais d'améliorer là où nous sommes un peu faibles. Et j'ai demandé également à Kelly Phillips. Kelly Phillips, c'est la DRH du Canada, de travailler avec toutes les RH MSH, avec en vision, je pense que les plans d'action sur le domaine RH sont éminemment locaux, mais j'adorerais avoir des plans d'action transverses MSH. Vous savez qu'on travaille de plus en plus vers le One MSH et j'aimerais beaucoup qu'on trouve en fait des actions qui seraient à mener sur les MSH Allemagne, Canada, Dubaï, etc., de manière à avoir quelques actions transverses et puis bien sûr après des actions plus France, Tunis, puisque il y a des fois des remarques qui sont plus locales et sur lesquelles il faut qu'on travaille. Sur le slide suivant, vous allez avoir voilà, quelques idées sur lesquelles, les axes sur lesquels Marie va développer le plan, comme je l'indiquais, en relation avec Kelly. Donc là, on est sur le local et je n'ai pas encore les actions un peu plus que j'aimerais voir au niveau central. Donc, on revoit à nouveau tout ce qui va être autour de la gestion de carrière et comment on peut donner plus de visibilité sur les possibilités d'évolution dans le groupe, les parcours d'évolution possibles, un peu plus la formation, tout ce qui va tourner autour de la communication et la communication aussi entre les équipes. Et puis, le sentiment d'appartenance, on avait indiqué, et c'est un travail qu'il faudra qu'on vienne vous présenter un de ces quatre, un petit peu la mission de l'entreprise et c'est quoi MSH et quel est notre motto. Il y a le travail sur l'environnement de travail et l'autonomie à Tunis, sur la capacité à apprendre, à faire du test and learn notamment. Et puis, on va retrouver les trois autres points que j'ai déjà mentionnés pour la France qui vont se retrouver sur les deux. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail. Marie est en train de travailler avec les managers sur un certain nombre d'actions derrière ça. Donc, quand on aura un plan un peu plus complet, abouti, et encore une fois, j'adorerais avec quelques actions plus transverses à tout MSH, on viendra bien sûr vous le présenter. Mais voilà, si vous avez des questions, je crois que Marie est en ligne avec nous. N'hésitez pas, bien sûr, par rapport à ça ou des réflexions que vous voulez partager. Donc, en tout cas, merci parce que vous avez à 76% répondu au questionnaire, au baromètre social. Et puis, voilà, je suis fier de voir que nos résultats s'améliorent, donc que vous êtes sensibles aux actions qu'on mène. Et mon engagement, c'est qu'on ne s'arrêtera pas là et on va continuer à travailler pour améliorer, notamment donner plus de perspectives d'évolution, par exemple. Voilà, alors je continue sur les autres actus. Alors, la première, c'est un peu selfish pour Amandine et pour moi, mais on est en plein, vous savez, c'est la période où on doit faire le prévisionnel 2024. C'est quoi le prévisionnel? On a un budget 2024 en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats, etc., de dépenses d'informatique qu'on appelle les CAPEX, de cash, etc. Et donc, c'est le moment où on rend des comptes, là, pour dire est-ce qu'on va bien
faire le budget. Le groupe, c'est pas ça qu'il veut entendre. En général, c'est ce qu'on va faire mieux que le budget. Et donc, on est en train de parler avec le groupe pour échanger sur où on pense terminer l'année. Et voilà, donc c'est l'objet de beaucoup de discussions et beaucoup d'échanges. Dans la foulée, mais c'est déjà ouvert, quelle est la cible que l'on veut faire en 2025 en termes de chiffre d'affaires, de résultats, d'investissement informatique, et également le plan 2029, puisqu'on a, après Horizon 2027, on nous a demandé de tirer sur 5 ans à nouveau et de refaire un tour pour sortir 5 années voilà, de chiffre d'affaires et de résultats tels qu'on les verrait pour MSH hors acquisition, donc sur de l'organique pur. Et c'était un bel exercice parce que ça a permis de voir ce qu'on avait dit qu'on ferait il y a un peu plus de 2 ans quand on fait le premier plan. Et finalement, je trouve qu'on le mène. Donc, je suis assez fier de voir qu'on exécute ce qu'on a dit qu'on ferait. Et du coup, ça nous rend assez solide et assez à l'aise là quand on refait l'exercice sur les 5 prochaines années. Voilà, donc ça, c'est un gros travail en ce moment, mais qui est un peu concentré sur un petit groupe de personnes. Euh, je suis ravi hein, parce que sur les bilans de santé qu'on appelle All Staff, on a encore gagné un prix. Donc voilà, on a un produit, un service qui est primé, que c'est celui qui a été acheté par Renault. Je pense que Laurent nous dira tout ce qu'il y a dans le tuyau. Donc les équipes vont continuer à utiliser les prix qu'on reçoit pour faire la promotion de ce produit, qui est vraiment un produit très bien. Euh, et on en profite à Equinox, au 6e étage, dans la grande salle de réunion. Fabrice a eu la gentillesse de faire installer une armoire qu'on appelle l'armoire à trophées. Ce que j'aimerais, en fait, c'est qu'on mette tous les trophées qu'on peut recevoir. Alors, j'en ai ramené de Chine, voilà, qu'on puisse mettre dans l'armoire et puis qu'on ait une armoire MSH dans cette salle de réunion. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'avais amené un nounours aussi à MSH China, mais comme l'armoire a été fermée, je l'ai mis à côté. Hein. Et donc, oui, merci à Mylène. Je dis merci à Fabrice et merci à Mylène pour avoir refait installer cette armoire. Et du coup, j'espère qu'elle va se remplir et qu'on mettra tous les trophées de MSH. Alors, je ne sais pas si Franck est en ligne, mais bravo à Franck, puisque nous avons un nouveau conseiller du commerce extérieur qui a été nommé par décret ministériel CCE cette année. Donc, voilà. Bravo. Et on compte sur toi, Franck, pour continuer à faire la promotion de la France, que ce soit pour aider les entreprises françaises à l'export, mais que ce soit également pour attirer des investissements étrangers, parce que le rôle est double, les investissements étrangers en France. Donc, voilà. Et pour être CCE, il y a pas mal de choses aussi, de la promotion de l'international dans les écoles, du mentorat d'entreprises françaises. Et puis, j'espère que tu te mettras dans la filière santé pour voir comment aussi on peut y contribuer. Donc, bravo à Franck pour être CCE. Dernier point, last but not least, chaque année depuis 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, on fait une réunion de lancement, un kick-off meeting que vous appréciez, où voilà, on raconte un petit peu le bilan de l'année passée, l'année devant nous, et puis on a un échange, et puis on a également les talents et puis la soirée. En général, l'année s'étant bien passée, on fait la fête. Euh, on a décidé cette année de changer de format. D'abord parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, on le fait un peu tard. On est un peu coincé. On a une convention commerciale en début d'année. On a des événements de marché comme l'AMRAE. On a un certain nombre de choses qui se passent en début d'année. Donc, c'est compliqué d'arriver à le mettre. Mais finalement, quand on le met en mars ou après, vous nous dites, et vous avez raison, c'est un peu réchauffé, quoi. Vous nous parlez de l'année passée et de l'année à venir, alors qu'elle est déjà entamée d'un trimestre sur 4. Donc, on a réfléchi un petit peu. Et finalement, l'idée qu'on s'est faite, j'ai écouté mes collègues du COMEX, c'est de transformer le kick-off en summer party, donc se retrouver plus tard dans l'année, juin ou juillet, pour un événement entre nous et pour faire un point peut-être à mi-parcours. Ça, c'est mon côté où je veux toujours mettre un peu d'utile et de l'agréable, bien sûr. Et du coup, l'idée qu'on se fait, c'est qu'on ferait un webinar de lancement de l'année. Donc, pour dire quand même, je pense que c'est important de vous raconter comment on termine l'année et quels sont les objectifs de 2025. Donc, on se fasse un webinaire de lancement de l'année entre nous pour lancer et vous raconter un peu l'histoire, ce qu'on veut et partager avec vous la stratégie. Et à ce moment-là, on ferait plus tard dans l'année, quand il fera beau,
une summer party. Alors, n'hésitez pas à réagir, hein, mais c'est l'orientation qu'on s'est donnée et ce qu'on voudrait faire en 2025. Donc, pas de kick-off, mais une summer party. Bon, je ne pouvais pas faire sans les chiffres hein, quand même, mais vous avez vu, j'ai vachement attendu hein, pour C'est vous. sympa, c'était une bonne transition à la summer party. Bon, alors c'est toi, Fred, les chiffres groupes. Hein. Alors, je vais faire les chiffres groupes rapidement, mais on s'était déjà dit au dernier webinaire, on avait déjà les chiffres, et honnêtement, ils n'ont pas beaucoup bougé. En plus, c'est ceux à fin août. Le groupe va bien, il est en pleine croissance. Vous voyez qu'une croissance de 13%, si on regarde juste la ligne du bas, par rapport, donc fin août 2024 par rapport à fin août 2023, c'est une belle croissance. Dedans, il y a des acquisitions. Donc, si je retire les acquisitions, on est sur une croissance organique de l'ordre de 7%. Donc, c'est une belle croissance. MSH, c'est que de l'organique, on le souligne quand même, hein, donc bravo. Donc, on a une belle croissance. Vous voyez que toutes les entreprises du groupe sont en croissance de 5 à 23%. L'international, là, on voit le poids des acquisitions, c'est là où elles se passent. Et vous voyez ce qu'on avait visé au budget. Nous sommes 8 millions de chiffre d'affaires en avance sur le budget à fin août, ce qui correspond à, on est à 101% de la cible. Et à nouveau, vous voyez que côté MSH, celui qui est le plus en avance, c'est MSH, puisqu'on délivre 4 millions de plus. Je laisserai Amandine rentrer dedans, mais donc voilà, au niveau du chiffre d'affaires, tout se passe bien. Et au niveau des résultats, ça tient également à peu près. Alors, on ne retrouve pas, c'est là où les actionnaires sont un poil déçus. Ils adoreraient voir que les 8 millions de surperformance en chiffre d'affaires se retrouvent aussi sur le résultat. Mais en fait, non, pas vraiment, pas complètement en tout cas. Mais c'est assez logique. En tout cas, tout va bien. Voilà, je vais aller assez vite parce que la dernière fois, on s'était déjà parlé, c'était un peu la même chose. Alors, j'ai juste voulu vous donner un petit coup de projecteur sur une acquisition qui n'est pas encore faite, mais qui est vraiment court et qui est bien avancé, qui est un courtier en Inde. Et je voulais vous en parler parce que ce serait la première fois que Dieu CSI, on met le pied sur ce pays, sachant que tout le monde dit que voilà, l'Inde, c'est la Chine de demain, enfin que c'est voilà, un pays en plein développement. Donc, je suis assez fier que le groupe s'y implante en disant je fais ce pari-là. Et on pense qu'on aura plein de choses à faire en Inde. Donc, on va acheter un courtier qui s'appelle Unilight. À la base, c'est le partenaire de Driassure. Vous vous rappelez peut-être pour certains l'intervention de Alain, le DG de Driassure, pour vous expliquer tout ce qu'on fait dans le monde du diamant, que ce soit sur la taille des diamants, etc., etc. Et l'Inde est un pays où on fait de la taille de diamant. Et donc, c'est le Unilight et le partenaire naturel de notre courtier sur la région lorsqu'on a besoin de travailler avec un réseau de courtiers. Euh, et ça se passe tellement bien au fil des années qu'on dit, mais si on bossait pas plus ensemble avec des liens capitalistiques? Et donc, nous sommes en cours d'acquisition. Entre le moment où ils ont démarré avec nous en tant que partenaire dans le diamant et maintenant, le courtier s'est développé. Il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. Vous voyez qu'ils sont dans 8 bureaux répartis sur plusieurs villes d'Inde. Ils sont 150 personnes à peu près pour réaliser en euros un chiffre d'affaires de 7,6 millions. Donc, voilà, je voulais vous dire que je suis ravi. C'est un courtier qui fait également de l'IARD et qui fait un petit peu d'assurance collective. Dans le plan 2029, dont je vous ai parlé juste avant, on a mis quelques initiatives nouvelles. Fort de le fait que nous allons acheter un courtier en Inde, on a mis une initiative IPMI en Inde. Alors, j'ai pas forcé trop le trait parce que c'est encore la bouteille à l'encre, mais on s'est dit, puisque maintenant nous allons avoir un courtier en Inde et on a commencé les échanges, il va nous aider à analyser le marché de l'Inde et voir si ce que nous avons réussi en Chine, où aujourd'hui, des entreprises ou des Chinois achètent notre produit comme un contrat santé haut de gamme pour consommer soit en Chine, soit à Singapour, donc utiliser les réseaux de soins qu'on a développés pour leur donner accès à des réseaux de qualité à des prix négociés. On se dit qu'il y a peut-être la capacité à faire la même chose en Inde. Donc, côté MSH, j'ai mis
dans le plan à 5 ans, une initiative autour de « et si nous allions voir les réseaux de soins un peu plus en Inde, et si nous allions voir s'il y a un produit IPMI dont on pourrait faire la promotion sur le marché ». Et ce que je me dis, c'est comme on a un courtier sur place, il va nous guider pour éviter d'aller marcher sur une mine. Le risque quand on va sur un nouveau pays qu'on ne connaît pas, c'est d'aller marcher sur une mine. Je crois que c'est Laurent qui m'avait dit ça quand je lui parlais du Brésil. Il m'a dit, tu vas finir en slip. Si tu ne connais pas bien le marché et que tu ne sais pas où tu mets les pieds, c'est toujours le risque. Et là, je me dis, ben, ce courtier va nous guider, va nous aider. Donc, il y avait un petit lien également côté MSH par rapport à l'Inde. Ah, je suis trop bavard. Eh bien, j'ai terminé. Pardon. Je crois qu'après, c'est à Amandine. Oui, bonjour à tous. Rapidement, alors Fred en a parlé sur la performance de MSH, tout périmètre. Donc, on est un gros contributeur à l'avance qu'a le groupe globalement versus budget. Donc, on a une avance sur le chiffre d'affaires de 3,8 millions. Elle est largement portée par le Canada et la France. On a eu l'occasion de vous parler plusieurs fois d'un gros contrat qui est pleinement effectif cette année au Canada, qui est le contrat pour le gouvernement fédéral canadien, nom de code Maple Leaf. Donc évidemment, ça booste bien notre chiffre d'affaires. Vous voyez que la France est en avance aussi versus budget. C'est plus difficile en Allemagne pour notre ami Philippe et ses équipes. Beaucoup d'entre vous savent que voilà, BDF, il est leader sur les produits individuels packagés. Il a lancé un nouveau produit cette année. Voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué que prévu et il a pris du retard qu'il aura du mal à rattraper. Voilà. À Dubaï, écoutez, Dubaï, avec voilà, sous le nouveau leadership de Laurent Bonnotte, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, une nouvelle stratégie, et on voit que l'année va plutôt bien se passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un forecast, un prévisionnel. Donc c'est un exercice qu'on essaye de faire pour voir comment va se terminer l'année. Donc voilà, suspense, dernier trimestre, il faut mettre le dernier coup de collier pour que voilà, fin décembre, ça se réalise à peu près conformément à ce qu'on vous montre. Mais en tout cas, les signaux sont ouverts et bravo et merci à toutes et à tous. Très rapidement ensuite, actualité groupe. Alors, vous savez qu'au niveau de la RSE, voilà, c'est un objectif qui est porté fort au niveau du groupe Diocésie, sous l'égide de Myriam El Khomri et de son équipe. Donc, je voulais juste mentionner deux initiatives. Il y a une initiative très conséquente qui est la réalisation du bilan carbone de Diocésie auquel participe MSH. Donc, les bilans carbone, voilà, maintenant, c'est un must-have. C'est des éléments qui sont demandés. Il y a une partie réglementaire avec bientôt une nouvelle directive qui va s'appliquer à un groupe de notre taille. Et puis, c'est au-delà du réglementaire, c'est quelque chose qui devient indispensable pour un groupe de notre taille. On est sollicité dans les appels d'offres sur la RSE. Donc, voilà, c'est pour ça que le dernier bilan carbone ayant eu lieu en 2020, le groupe a décidé qu'il était temps de faire un nouveau bilan. En plus, entre-temps, est arrivée la fusion Diocésie. Donc, ce bilan est en train d'être fait. Merci beaucoup à toutes les filiales. Donc, évidemment, Tunis et la France d'avoir participé parce qu'il y a eu un exercice de collecte de data assez conséquent. C'est quelque chose de très complexe. Et on aura les résultats d'ici la fin de l'année. Je reviendrai vers vous pour communiquer à ce sujet. Et voilà, et deuxième initiative qui montre qu'il y a un dynamisme sur les projets de RSE au niveau du groupe. Certains d'entre vous y ont certainement participé. Donc, à l'occasion d'Octobre Rose, vous avez peut-être vu aussi sur l'intranet, voilà, une initiative invitant les collaborateurs à donner un peu de leur temps pour participer à une course digitale. Ce qui a été collecté, voilà, les euros collectés seront reversés à l'Institut Marie Curie. Voilà, regardez régulièrement sur l'intranet, il y a des initiatives, ça monte en puissance. Il y avait aussi Maoboa un peu plus tôt dans l'année. C'est bien que vous puissiez y participer. Voilà, c'est tout pour moi. Je profite quand même pour dire que Amandine sera décorée le mois prochain de l'Ordre national du mérite dans nos locaux. Bravo Amandine, je crois qu'il y aura 3 ministres à ta décoration. À toi Laurent. Bravo Amandine, on est tous très fiers de toi.
Alors ça, c'est plutôt MG. Ah, MG. Exactement, tout à fait. Bonjour à tous. Donc, en mai dernier, nous avons lancé un blog qui s'appelle Abroad. Le but de ce blog, en fait, c'était non seulement de se positionner comme des experts de l'expatriation, mais aussi évidemment de conseiller les futurs expatriés et évidemment, objectif final, de ramener du lead, enfin, c'est-à-dire de ramener des clients et des prospects sur le site par tous les contenus du blog. Donc, ce blog, on l'a lancé en mai. Il a fait un très bon démarrage puisque, comme vous pouvez le voir, en septembre, on avait fait 4 394 visites et sur les 8 premiers jours d'octobre, on a fait 4 800 visites. Et je crois que les dernières stats qu'on a regardées hier, on était à 6 500. Donc c'est un très bon démarrage, sachant qu'en plus, il faut savoir que Google met un petit peu de temps comment dire, à indexer le blog. Et donc le blog a commencé à être indexé en fait en juin-juillet. Une bonne nouvelle aussi sur ces démarrages, c'est que nous avons des prospects, on a pu traquer et on a des prospects qui sont allés sur les devis et jusqu'à l'étape de paiement des devis. Donc on se rend compte que, voilà, que l'objectif démarre bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce blog? Il y a des témoignages vidéo, donc par exemple le témoignage de Sixtine que nous avons publié en début de semaine. Il y a des articles conseils, il y a des articles conseils sur les pays. Pour l'instant, on a une petite quarantaine de contenus. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir. L'objectif, c'est que ce blog, il est fait pour vous. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire de la co-création. Donc, je vous invite à aller voir le blog, à nous suggérer des idées de sujets. Voilà, l'idée, c'est vraiment, ce blog, il est fait pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment que vous participiez à cette création. Pour terminer sur un petit indicateur du démarrage, on est positionné sur Google, donc c'est-à-dire qu'en gros, quand on tape une recherche dans Google, donc par exemple prix assurance santé expatrié, on est positionné en top position sur pas mal de mots-clés. En gros, Google nous a indexé sur 1007 mots-clés pour l'instant et nous sommes en top position sur les mots-clés prix assurance santé expatrié, durée expatriation par exemple. Donc en gros, si vous tapez dans Google, c'est nous qui arrivons en premier. Donc ça, typiquement, c'est ce qui nous permet de ramener du trafic sur le blog et donc derrière de ramener du trafic sur le site. On est aussi en troisième position sur Vivre en France et travailler en Suisse. Cinquième sur Green Card, qui nous ramène énormément de trafic, qui marche très 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 bien. Et sixième, on oscille entre la quatrième et la sixième place sur le mot-clé s'expatrier. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse profiter de ce blog, que vous puissiez également le partager pour notamment les commerciaux à vos clients, pour les gestionnaires, que vous puissiez voilà, accompagner vos assurés et leur proposer d'aller voir ces contenus aussi. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que tout le monde puisse tirer profit de ce blog et qu'on donne des informations pertinentes et qui répondent aux questions que les futurs expatriés peuvent se poser. Et je pense que j'ai fait le tour. Et je vous mets, oui c'est ça, je vous ai mis le lien du blog dans la conversation si vous voulez aller voir. Et en effet, il y avait une petite question, je termine juste. Le blog n'est pas en anglais, mais c'est prévu. On commence d'abord sur le marché français et on lancera une partie anglaise probablement en 2020, fin 2025-2026. Voilà. Mais déjà, on attaque vraiment le marché français. Alors, j'ai dit, il y a une question. Je ne suis pas sûre Origine de des leads. comprendre. Origine des leads, c'est-à-dire? Bah, je suppose que ça veut dire que c'est des gens qui sont allés sur le blog, ils se sont baladés pour avoir des questions, puis après ils disent, ah oui, il faut que je prenne ma santé. Tout Ils à sont allés fait. du blog sur le TD, sur le tunnel de souscription en fait. Tout à fait. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas trop expliqué, mais en gros, d'habitude, on faisait beaucoup de publicité et donc on avait des leads qui venaient par la publicité payante. Et le but du blog, en fait, c'est d'avoir des gens qui viennent sur le site par le contenu, donc vraiment par le référencement Google. Et aujourd'hui, c'est vraiment une stratégie qui fonctionne extrêmement bien. C'est la stratégie de BDAE qu'ils ont développée pendant plus de 10 ans. Et donc, ce BDAE nous a bien servi de modèle en fait pour faire ce lancement. Et donc, l'intérêt de ces leads qui viennent par le blog, c'est que ce sont des prospects qui vont mieux nous connaître et qui vont du coup être, quand ils vont cliquer sur les devis, ils vont être déjà beaucoup plus intentionnels quand ils vont aller voir le site. Donc voilà, pour aller au bout du sujet, ce sont des leads qui sont plus qualifiés.
Voilà. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, MG. Alors, bonjour à tous, bonjour Tunis, bonjour Paris. On va parler maintenant quelques petites minutes business. Alors, qu'est-ce que vous voyez devant vous? C'est simple, des logos partout. Et c'est mon premier message. Il n'y a jamais eu autant de logos, il n'y a jamais eu autant de prospects, il n'y a jamais eu autant de business dans le pipe. Alors, il est trop tôt dans l'année pour pouvoir savoir ce qu'on va concrétiser ou pas. Tout va se décider dans les 2 à 3 prochains mois. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est le grand message, c'est ça déborde de partout. Une autre façon de le dire, c'est que d'ici quelques semaines, on va être dans la merde si on fait tout ça. Mais on sera hyper joyeux d'être dans la merde. Voilà, donc c'est tout le mal qu'on se souhaite. Si on fait un peu de deep dive dans ce qui est là-dedans, on a un très gros pipe cette année sur les organisations internationales, ce qu'on appelle les OI, les MOFA, c'est-à-dire les diplomates, et puis les ONG. C'est une année à appel d'offres et il y en a beaucoup cette année. Il y en a une qui est d'ores et déjà concrétisée, c'est le petit truc qui s'appelle Down, là, qui s'appelle ACF, Action contre la faim. Donc c'est une jolie ONG qui vient de nous choisir. Et on sait que c'est toujours important à notre cœur, les ONG, hein, parce que les ONG, elles font du bien dans le monde. Et la plupart du temps, elles font du bien notamment parce qu'on sait les accompagner au niveau médical dans des zones où on sait que les gens en ont besoin. Et régulièrement, quand on est en contact avec les DRH de ces ONG, alors là, c'est Action contre la faim, mais on pourrait aussi parler de Médecins sans frontières qui est client chez MSH, et les DRH nous disent, vous n'imaginez pas l'importance que la couverture santé a pour nos salariés et le facteur de fidélisation que c'est. Voilà, donc s'il y a des médecins partout dans le monde qui vont faire le bien dans des endroits où c'est compliqué, où ils prennent des risques, ils le font aussi parce qu'ils se sentent protégés par MSH. Et quelque part, on contribue donc au bien qu'ils font quand ils vont sur le terrain dans ces territoires difficiles. Interpol, on est très bien parti. On est en compète contre notre concurrent préféré, Ener. Et les petits oiseaux m'ont dit dernièrement qu'on était bien parti. Donc, s'il faut miser un copec sur un de ces logos-là dans ce bloc, OIMOFA ONG, Interpol pourrait être une très jolie victoire pour MSH. Il y a en particulier, mais pas que, Doua et Antonio qui mettent une énergie dingue en ce moment sur le MOFA Maroc. Bon, voilà, vous savez tous que Doua, elle est mi-tunisienne, mi-marocaine, et elle est venue me voir, elle me dit, Laurent, celui-là, il est pour moi. Voilà. Donc, c'est ma meilleure commerciale sur le dossier. Elle fait tout le boulot et elle le fait de façon assez exceptionnelle en ce moment. Donc, merci à Doua et derrière toutes les équipes de Doua pour ce fabuleux travail de team entre le commerce et la gestion pour aller chercher ce dossier qui est superbe. Oui. Laurent, tu assumeras un meilleur commercial sur le dossier s'il vient. Je te ferai une petite demande de com. C'est promis. Voilà, on attaque aussi en dehors de France des comptes corporate. On est en train de signer enfin sur Saipem une de leurs populations. Et puis je vais citer Renfe. Renfe, pour votre info, moi je ne connaissais pas. C'est la SNCF espagnole. Donc vous voyez qu'on attaque aussi désormais l'Espagne. On a toujours ce segment de la délégation de gestion sur lequel on se développe aussi. Et là, on est sur un très beau projet. Et là, ce sont notamment les équipes de Dominique qui travaillent durement. Un projet de pouvoir récupérer la gestion du portefeuille africain de Bupa, de tout le portefeuille africain de Bupa. Bupa, vous savez, c'est le 3e acteur mondial de notre métier. Et ils trouvent qu'on travaille bien et ils envisagent de nous confier la gestion de tout leur portefeuille africain. On verra, on est en discussion, mais là aussi, c'est assez exceptionnel. Voilà. Et puis, un petit dernier pour la route en France quand même, Stellantis. Alors, Stellantis, je vous la fais courte, il y a 2 ans et demi, appel d'offres Stellantis, on le perd. Et à peine 2 ans plus tard, ils le remettent en jeu parce qu'ils se disent que peut-être que le choix qu'ils avaient fait il y a 2 ans n'était pas le bon.
Donc, on va essayer de leur donner raison dans les prochains mois. Voilà pour quelques éléments sur tout ce joli pipe. Et puis, un point que je voulais aborder avec vous, ouais, c'est sur la slide suivante, c'est aussi nos échecs. Parce que vous savez, je suis toujours très optimiste, très enjoué, c'est normal hein, pour un responsable commercial. Mais quelquefois, eh ben, on se plante et quelquefois, on n'y arrive pas. Et là, on va passer une petite minute sur un échec. Et en plus, c'est un échec qui fait mal parce que c'était une baleine. Vous savez de ces baleines, c'est ces méga giga contrats qu'on rêve de conquérir. Et il y en avait un très gros, une très grosse baleine. C'est le plus gros compte corporate qui existe dans notre métier au monde. J'ai nommé Schlumberger. Et bien, Schlumberger, on s'est battu et on l'a pas eu. Voilà, la réponse est tombée il y a quelques semaines et on n'a pas réussi Schlumberger. Et là, eh ben, on va y passer un tout petit peu de temps. Alors, on a terminé bon second et c'est Cigna, le numéro 1 mondial de notre métier, qui est étonnant et qui l'a conservé. Et on a eu un long débriefing avec le client pour savoir pourquoi on était bon second. Et là, le client nous a dit deux choses. Il nous a dit, d'abord, vous avez livré une copie assez exceptionnelle à laquelle on ne s'attendait pas. Il faut que vous sachiez que vous avez fait bouger nos convictions. Et on tenait à vous le dire. Et après, ils nous ont dit, écoutez, il y a deux choses qui font qu'in fine, on a tenu à rester avec Cigna. La première, c'est qu'on a trouvé que vous étiez un petit peu petit au Moyen-Orient. Et comme on est dans le pétrole, on a des grosses expositions en matière de salariés au Moyen-Orient. Et vous êtes un petit peu plus petit que Cigna au Moyen-Orient. Donc, ça a un peu joué dans la décision. Et puis, la deuxième raison, elle était toute bête, c'est la peur du changement. Ils ont dit, si on change de partenaire et de prestataire, ça va être beaucoup de travail. On a peur que ça génère un peu de complexité et on n'a pas osé acheter cette complexité sur les prochains mois. Et à la fin, ils ont conclu en nous disant, mais vous nous avez bluffé, vous êtes ceux qui avaient fait la plus belle prestation orale, vous êtes ceux qui avaient répondu le plus précisément à nos questions et vous êtes ceux qui avaient fait la prestation la plus sur mesure dans ce que vous nous avez livré. Et on considère aujourd'hui que MSH est le seul acteur au monde à pouvoir faire trembler Cigna. C'était important qu'on se le partage parce que c'était un beau compliment. Et juste pour qu'on se partage quelques chiffres, MSH aujourd'hui, c'est 130 millions de chiffre d'affaires, plus ou moins. Vous savez quel est le chiffre d'affaires de Cigna? 153 milliards de dollars. Je vous la fais courte, mais Cigna, c'est pas 10 fois, pas 100 fois, mais 1000 fois la taille de MSH. Et ben, le petit poussé que nous sommes a fait trembler Cigna. Et pour ça, on en est fiers. Alors, je conclurai avec une jolie phrase de Nelson Mandela sur les échecs. Ce grand monsieur africain a dit un jour, moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je crois que là, on a beaucoup appris. Et donc, on va continuer à la chasse aux baleines. Voilà pour aujourd'hui. Alors, tu avais une question que je vois, c'est pourquoi, s'ils ont peur du changement, font-ils des appels d'offres? Je pense qu'il faut préciser que Cigna était quand même, enfin, ouais, il n'y avait pas un écart suffisant pour les pousser à changer peut-être, et puis qu'il y avait un changement d'interlocuteur à la gestion de captifs de Schlumberger. Et ils se sont dit, mince, j'ai des gens nouveaux chez moi, parce que ça venait de bouger. Et du coup, j'ai des gens nouveaux qui vont parler avec des gens nouveaux. Est-ce qu'on ne va pas cumuler les risques? Enfin, tu me dis si je ne suis pas complet, hein, Laurent, mais voilà. C'est exactement ça. Et l'autre bonne question, c'est quand le prochain appel d'offres? Je crois que Xavier a déjà dit, mais alors quand est-ce que vous en faites un l'année prochaine? Bon, je doute, à mon avis, ce n'est pas avant 2-3 ans minimum. Voilà, mais vous savez, les portes, on les enfonce avec des béliers. Et c'est jamais au premier coup de bélier qu'on défonce la porte. Mais à force de donner des coups de bélier, on finit par l'enfoncer. Voilà. Donc, on pense que en ce moment, on est très fort dans nos coups de bélier. On fait trembler beaucoup de portes. Il y en a qui vont s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Et dans les 3 prochaines années, il y en a beaucoup d'autres qui vont céder. Voilà. Donc, mon grand message, c'est, je crois qu'on a rarement été aussi fort chez MSH qu'aujourd'hui, tous ensemble.
Laurent, tu prends la suite sur la présentation de l'activité M&A? Je fais aussi l'individuel? Comme tu veux. Ah, allez, il y a Séverine. Ok, je fais. Allez, c'est parti. Alors, sur l'individuel, j'ai pas compris. Séverine, tu veux prendre? C'est comme tu veux. Ah, mais non, vas-y, Séverine. Séverine, non, c'est pour toi. Si tu es là, c'est pour toi. Allez, je suis là, bien sûr. On n'entend pas très bien, en revanche, Séverine. Ah mince, alors, pas le bon plan. Est-ce que c'est mieux? Ah oui. Ok. Alors du coup, sur l'activité M&A et donc mid-market and individuals, on a globalement, on est aussi entré dans le money time, hein. Les 3 derniers mois de l'année, c'est plus d'un tiers de l'année. Mais globalement, sur l'individuel, on est très bien. On est en avance sur l'objectif. Sur le graphique que vous avez à gauche, vous avez les histogrammes bleus, c'est 2024. Les histogrammes orange, pardon, je vous dis une bêtise. Bleu, c'est l'année dernière, 2023. Et orange, c'est 2024, donc cette année. Et vous avez la courbe qui montre l'objectif. Donc globalement, on est en avance sur l'objectif, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, sachant que ce qu'on ne voit pas ici, c'est que l'objectif augmente radicalement sur les 3 derniers mois. Donc il en reste encore beaucoup à faire, mais la tendance est excellente avec plus 13% à date par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est l'individuel, que ce soit vendu en direct ou via des courtiers. Et il se trouve que par ailleurs, on a déjà ouvert 50 nouveaux codes de courtiers depuis l'année dernière, ce qui est aussi assez considérable et supérieur aux années précédentes. La partie mid-market, donc les plus petites populations d'expatriés de 4 à 50 expatriés n'est pas en reste. On est déjà à 95% de l'objectif de l'année. L'année n'est pas du tout terminée, donc on a encore 3 mois et on sait que c'est la fin d'année aussi, où on a beaucoup de comptes qui peuvent basculer et vouloir changer d'assureur. Donc parmi les comptes, vous voyez Spi Batignolles, Securiport, Yafis, Steph, qui est en défense, mais qui est une belle défense qu'on a gagnée avec PSC. L'école des Roches, c'est notre toute première école et on en est très content parce que suite au lancement de notre produit NeoYouth pour les étudiants en individuel, on a décidé de lancer également le démarchage d'école et donc ça commence à venir. Et puis je reviens pas sur trop longuement sur les KPI digitaux. MG a bien parlé du blog. Par ailleurs, vous savez aussi qu'on paye des leads à Google, c'est-à-dire ce sont les annonces payantes que vous avez sur Google. Et cette année, en augmentant le budget de seulement 9%, on a réussi, grâce à une superbe optimisation de Johan, à générer 42% de leads en plus par rapport à l'année dernière. Donc ça contribue évidemment à la croissance et on espère évidemment que ça va continuer à contribuer aux ventes futures. Voilà, donc très bon, on est à un point de passage important, mais on y est véritablement avec même une légère avance et c'est plutôt très bon signe pour la fin d'année. Merci. Voilà. Donc, on a le money time devant nous, hein. On a plein de choses, plein de balles en l'air, comme c'est une expression qu'on reprend souvent. Et le but, c'est qu'il y en a le plus possible qui atterrissent dans la main. Alors, j'ai pas quelques fait questions. attention, vas-y, voilà, sur les questions, vas-y. Quelques questions. Première question. Après l'ouverture de MSH Kuala Lumpur, est-il prévu d'ouvrir d'autres bureaux prochainement? On est toujours à regarder effectivement où est-ce qu'on peut aller, quels seraient les bureaux. Kuala Lumpur, c'est d'abord un bureau centre de gestion de relations clients. Dans le plan à 5 ans,
Le but est aussi peut-être demain de vendre localement des produits, donc peut-être de le transformer pour avoir un bureau avec peut-être un peu de commerce également. Donc ça, c'est une possibilité. On réfléchit dans le plan à 5 ans à ouvrir un bureau en Angleterre. Ça serait sous l'égide du Canada pour aller chercher les étudiants étrangers en Angleterre. C'est le deuxième plus grand marché au monde d'étudiants étrangers, l'Angleterre. Le premier, c'est les États-Unis. Et fort de tout ce qu'on a appris et qu'on sait faire au Canada avec les étudiants, ce qu'on appelle un cover holder, le stylo de souscription qu'on a du Lloyds, la marque qu'on a qui s'appelle Study Ensured, la connaissance qu'on a de son marché. Il y a des universités au Canada qui ont également des filiales en Angleterre. Il y a une réflexion sur ne devrait-on pas ouvrir un bureau pour faire du commerce en Angleterre sur les étudiants. Oui, il y a toujours des réflexions en cours sur où demain peut-on se localiser, que ce soit pour faire plus de business ou que ce soit par rapport à nos centres de gestion. Merci. Autre question, où en est-on de l'évolution du capital de DioCSI? Alors oui, je ne sais pas si certains d'entre vous ont peut-être regardé dans les Échos, il y a un article qui n'est pas très très cool cette semaine qui dit l'évolution au capital patine ou je ne sais pas quoi. D'abord, il faut se rappeler que le capital de DioCSI est détenu à 53% par Christian Burrus et le management et les collaborateurs, puisqu'il y a un FCPE. Donc ça ne bouge pas, ce qui fait que la stratégie que nous avons, l'organisation que nous avons, elle est validée par les actionnaires majoritaires et elle est mise en œuvre. Donc il y a pas de changement de la boîte par rapport à une évolution du capital des minoritaires. Une fois qu'on a dit ça, il y a un actionnaire minoritaire qui s'appelle Ontario Teacher Pension Plan, ou TPP, qui a émis le souhait de sortir parce que, en fait, nous sommes en avance sur le plan et il estime que lui, par ailleurs, a des investissements, notamment une boîte française qui s'appelle OGF, qui ont moins bien fonctionné et que si, ma foi, il vendait sa part au capital de DioCSI à un bon prix maintenant, il serait en capacité de sortir un rendement qui n'est pas mauvais, compte tenu des autres qui ont été moins bons par ailleurs. Il a donc mandaté notre direction générale, Cédric, etc., notre directeur financier, de voir s'il y avait de l'intérêt pour qu'il cède sa part et quelqu'un d'autre achète. On est sur des minoritaires, d'accord? Donc, d'abord, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas et il reste au capital et il continue, il est content avec ça, d'accord? Et si ça se fait, il y aura un actionnaire qui partira et puis un ou plusieurs actionnaires qui rentreront à la place. Donc, c'est en cours. Il y a pas mal de marques d'intérêt. J'ai dû voir pas mal d'investisseurs pour présenter la BU MSH. Donc, on a des beaux chiffres, donc c'est agréable. Voilà, il y a beaucoup de marques d'intérêt. Maintenant, de là à vous dire, est-ce qu'ils vont faire une offre qui sera attractive et à ce moment-là, il y aura une rencontre entre un vendeur et un acheteur, je ne saurais pas vous dire. Je pense que de toute façon, même si on trouve, après, vous savez, il y a ce qu'on appelle des due diligence où on travaille, il y a un travail plus en profondeur qui est mené, et puis après, il y a la partie réglementation. Donc, de toute façon, je ne vois pas ça arriver avant l'année prochaine, même si peut-être que d'ici la fin de l'année, on aura de la visibilité par rapport à la question et je pourrais vous dire qui est intéressé, qui est dans le tuyau pour prendre la suite éventuellement. Mais donc, ça avance, hein, contrairement à ce qui a été écrit dans l'article des Échos, ça avance. Je pense qu'il y a un peu de jeu de poker menteur. Il y a des fonds peut-être qui veulent dissuader les autres ou faire baisser les prix. Je ne sais pas trop en fait, mais voilà. Donc, c'est en cours. Moi, je pense que ça se fera, mais à la limite, si ça ne se fait pas, ça nous est égal. Mais on a une stratégie, des actionnaires qui nous accompagnent, dont des majoritaires qui sont là pour le long cours, et on avance, quoi. Pratique sur la summer party, de savoir à peu près quand est-ce que ça aurait lieu. Alors bon, je pense que la réponse est un peu dans le nom de l'intitulé. Alors, je crois qu'on vise aux alentours de juin. Hein. Alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu. La question était de savoir quand aurait lieu la summer party, donc sans doute aux alentours de juin. On voyait plutôt à l'été, hein. Mais oui, là, je ne sais pas si Dominique et Séverine
c'est les deux Masters of Ceremony, hein, c'est elles deux qui nous ont convaincus de ça, mais elles veulent garder extrêmement secret pour l'instant ce qu'elles ont en tête. Donc, une fois que je vous ai parlé de la Summer Party, je vous ai dit tout ce que je savais, moi. Donc, n'hésitez pas soit à aller les voir et leur dire toutes les bonnes idées que vous avez, soit leur poser la question en direct si elles peuvent vous répondre. Mais oui, on vise juin-juillet, je pense. Ok, merci. Une question sur Unilight. Quelles sont les perspectives de clients potentiels pour MSH avec cette acquisition, si elle a effectivement lieu? Du coup, ce que j'ai mis au plan, je l'ai mis qui démarre en 26, un tout petit peu, un peu plus en 27. Donc, j'étais précautionneux pour qu'on se donne le temps, notamment en 25, de découvrir. L'idée serait d'avoir un contrat IPMI, hein, donc j'ai vu qu'il y avait une question et la réponse a été donnée, un contrat santé expatrié. En fait, l'idée est de tester s'il y a un marché d'Indiens aisés qui veulent acheter un contrat santé haut de gamme pour pouvoir aller se faire soigner soit dans des cliniques privées ou des hôpitaux de qualité en Inde, parce que le système de santé publique n'est pas ultra performant, soit d'aller se faire soigner à Singapour, à Dubaï, ou voilà, dans des endroits de proximité avec notre contrat. Donc, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est ce qui a marché, quelle est la distribution, comment on l'attrape. Est-ce qu'il faut avoir un centre de gestion localement, c'est impératif, ou est-ce qu'on peut le faire, par exemple, depuis Kuala Lumpur? Est-ce qu'on a, s'ils sont soignés en Inde, un réseau de qualité et que faut-il pour le faire travailler? Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir, mais dans l'idée, je vais proposer effectivement un de nos produits sur le marché de manière à ce que soit des entreprises pour leurs collaborateurs, soit des individus achètent ce contrat santé un peu haut de gamme pour avoir accès à des soins de qualité à des prix négociés. Donc, c'est ça l'idée. Ce qu'on fait pour étudier ça, c'est qu'on regarde combien il y a de gens en capacité d'acheter ce type de produit, etc. Donc sur le papier, ça doit marcher, mais en fait, il faut que Unilight nous aide pour nous dire voilà les bons réseaux, voilà les bons endroits, voilà les produits existants. Donc voilà, il y a tout un travail à mener quand même d'études du marché avant de valider le business plan. J'ai quand même, moi, néanmoins, dû coucher sur le papier quelque chose sur le plan à 5 ans, mais j'étais précautionneux en faisant un démarrage courant en 26, je crois, et des chiffres 27, 28, 29. Merci Fred. Bon, en fait, il y avait d'autres questions, mais ce qu'on se propose, c'est de les garder et d'y répondre ultérieurement, histoire de rester dans les clous de notre timing. On va enchaîner sur la présentation de la story Kuala Lumpur. Tu vois, Pauline, the floor is yours. Exactement. Mais pour commencer, on va d'abord vous lancer une. Vous allez lancer le quiz? Oui. Ok. Je pense que c'était la vie. Alors, on va voir si vous connaissez la Malaisie. Et la question, je la découvre avec vous. Laquelle de ces images correspond au drapeau malaisien? Ah. Il y en a 3. La option 1, ouais, option 1, 2 et 3. Quel pays correspond à la Malaisie en deuxième question? Hop, je réponds en même temps, hein, donc ça va s'afficher chez tout le monde, mes réponses. J'ai pas le droit d'avoir faux, surtout. Et quelles nationalités sont présentes en Malaisie? Malais, chinois, indien. Et ça peut être multi-réponse. Je dis ça, je dis rien. J'aime bien. Alors, je peux voir les résultats au fur et à mesure, c'est ça? C'est pas demain que je serai au marketing. Hein. Je me fie à mes amis du marketing. Alors, dans option 1, vous êtes 90% à avoir répondu le joli drapeau en rouge vif avec l'étoile et la lune.
Donc, je vois que vous connaissez bien le drapeau malaisien, et on dit malaisien et pas malais, je vous expliquerai après. Sur la carte, c'est bien l'option 1, alors il y avait 72% qui ont répondu l'option 1 et l'option 2, 17% qui était Singapour, et la troisième option, la Chine. Vous ne voyez pas du tout Zoé à côté de moi. Et puis, en option 3, 45% ont répondu malais, 26% chinois et 29% indiens. Eh bien, il y a les 3 nationalités de manière à peu près équilibrée. Et malais, finalement, c'est plus les Malaisiens d'origine malaisienne uniquement et qui sont de confession musulmane. On appelle ça les Malais. Sinon, on a à peu près un tiers de la population qui est d'origine chinoise, les sino-malais, et puis malaisiens, pardon. Et puis les Indiens, pareil, un tiers. Donc c'est d'origine indienne et malaisienne. Donc bien joué pour les 2 premières questions. La troisième, faut le savoir. Du coup, on va découvrir une vidéo de Kuala Lumpur et après, Pauline et moi, on reprend le relais sur la présentation. La blague va pas. Ah, qu'est-ce qu'a mis Omar apparemment, Omar, tu fais rire tout le monde. Il y a aussi des Marocains. Gad Elmaleh. Ça n'a pas commencé. Top, merci pour cette vidéo. Le montage a été fait de manière, sincèrement, bravo, merci Yasmina, parce que ça a été fait en un temps record avec la collecte de quelques vidéos et photos. Donc, on se disait rien de mieux que de présenter en vidéo différentes phases, mais surtout le jour où nos collaborateurs ont commencé officiellement avec SAR et Aurélie Char que vous voyez à l'écran pour inaugurer le local. Et je te laisse la main, Pauline, pour lui, voilà. On est double pour refaire. Merci, Doua. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, Doua et moi-même allons avoir le plaisir de vous raconter la belle histoire de l'ouverture de Kuala Lumpur. L'ouverture de notre nouveau bureau à Kuala Lumpur est une aventure palpitante, remplie de défis et de succès. Tout a commencé en 2022, avec l'idée audacieuse de renforcer notre présence en Asie du Sud-Est. Après des mois de préparatifs minutieux, 3 pays ont été présélectionnés, l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. En juin 2023, un roadshow est organisé pour visiter les 2 pays finalistes, j'ai nommé la Malaisie et les Philippines. En septembre 2023, une fière équipe, reposée après ses vacances d'été, enthousiaste et très motivée par l'enjeu, se rend sur place pour évaluer les avantages et les inconvénients d'une implantation dans l'un ou l'autre pays. Ce voyage intense et riche en informations a également permis de découvrir la beauté de ce continent fascinant. Finalement, en novembre 2023, après avoir considéré les services, l'accessibilité, l'environnement des affaires, la stabilité du pays, l'employabilité et la géopolitique, le choix final se porte sur la Malaisie et sa capitale, Kuala Lumpur. La décision est prise et l'excitation est à son comble. L'histoire prend son envol le 8 mars 2024 avec la création officielle de l'entité juridique MSH SIA. La planification de cette ouverture dans les moindres détails est cruciale pour garantir son succès. Heureusement, le recrutement de notre directrice des opérations, Melinda Tan, facilite grandement cette tâche. Nous avons eu le plaisir de l'accueillir dans nos bureaux de Paris et de Clichy pendant 2 semaines en avril 2024. Melinda, avec son sourire chaleureux et son énergie débordante,
a rencontré une grande partie de nos collaborateurs et s'est distinguée lors de notre processus de formation initiale. Elle a rapidement compris notre culture d'entreprise et a su s'intégrer parfaitement. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur cette photo, il y a quatre continents, 1, 2, 3, 4, 5 continents représentés. Pendant son séjour, Mélinda a participé à de nombreuses réunions stratégiques où elle a partagé ses idées novatrices et son expertise précieuse. Son enthousiasme et sa détermination ont inspiré toute l'équipe, renforçant notre conviction que nous étions sur la bonne voie. Doua, qui s'est glissé dans les valises de Mel, se retrouve à nouveau à Kuala Lumpur afin de valider l'open space où l'équipe MSHC s'installera. Leur choix se porte sur un espace lumineux et convivial en plein centre de Kuala Lumpur, offrant une vue imprenable sur la ville. Le recrutement des premiers collaborateurs est également lancé pour réunir les meilleurs profils et assurer le succès de notre centre à Kuala Lumpur. Les entretiens se succèdent et l'équipe commence à prendre forme, chacun apportant son expertise et son enthousiasme. Des candidats talentueux sont recrutés, apportant une perspective unique et enthousiaste sur leur travail. Les bureaux prennent forme avec des espaces de travail collaboratifs, des salles de réunion modernes et des zones de détente accueillantes. Après plusieurs mois de travail acharné, le 9 juillet 2024 marque le jour du lancement officiel. Tout a été organisé d'une main de maître par Mélinda sur place. Une délégation parisienne se déplace pour accueillir chaleureusement la nouvelle équipe MSHSIA et leur présenter notre groupe, notre ambition et notre vision. La formation initiale est lancée grâce à Amélie Bottino et Alia Merali, pour certains dit Hakim, qui restent sur place pendant 2 semaines. Ils laissent ensuite place à des binômes de formation et d'opération qui rencontrent l'équipe et les aident à monter en compétences avec un enthousiasme palpable et inébranlable qui se succède durant tout l'été. Le jour du lancement est une véritable célébration. Les bureaux sont décorés de ballons et de bannières et une réception est organisée pour accueillir la nouvelle équipe. Les discours sont inspirants, créent un fort sentiment d'appartenance et de fierté. Les sessions de formation sont dynamiques et interactives, avec des ateliers pratiques, des jeux de rôle et des discussions animées. Les nouveaux collaborateurs se sentent soutenus et motivés, prêts à relever les défis à venir. L'ouverture du bureau de Kuala Lumpur est une réussite éclatante, marquant le début d'une nouvelle ère pour notre entreprise en Asie du Sud-Est. Les défis ont été relevés avec brio et l'avenir s'annonce prometteur pour MSHSIA. Les liens tissés entre les équipes de Paris, Tunis et Kuala Lumpur sont forts et ensemble, nous sommes prêts à conquérir de nouveaux horizons. Voilà pour la petite histoire qu'on tenait à raconter comme une histoire, parce qu'elle a vraiment vu le jour, comme un petit conte de fées. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses à faire, mais l'histoire est très belle et on souhaitait vous la raconter de cette manière avec Pauline. Merci. Merci à tous. Alors, juste maintenant pour l'organigramme, juste un peu de cadre, hein, tout ça, non pas pour vous faire déchanter. Donc, juste pour que vous compreniez quels départements, quelles équipes sont représentées à Kuala Lumpur, on a les équipes opérationnelles et également les équipes médicales et les équipes réseau. Voilà, Mélinda est à la tête de ces jolies équipes et ces jolis départements représentés. Et là, c'est nos collaborateurs. On tenait à mettre cet organigramme et d'ailleurs, je pense que ça doit nous inspirer pour d'autres organigrammes, que ce soit Paris, Tunis, d'autres bureaux, pour qu'on ait des organigrammes avec des visages. On gère l'humain dans notre métier. On met l'humain au centre de tout, que ce soit nos collaborateurs, nos clients, nos collègues, etc. Donc, je pense que ça peut être un joli mouvement qui... Ça a été à l'initiative de Kuala Lumpur et je pense qu'on peut s'en inspirer pour l'adapter aussi sur nos différents bureaux. C'est quand même plus sympathique de voir, de mettre des noms, des visages sur des noms et de pouvoir rapidement se représenter nos collègues. Donc voilà, joli organigramme avec tous ces beaux visages. Et très mixte. D'ailleurs, vous retrouvez les Malais, les Indiens et les Sino-Malaisiens. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à Kuala Lumpur. Effectivement, peut-être qu'il y en a déjà certaines. Effectivement, il y a déjà des questions. Donc une question pratico-pratique. Combien de collaborateurs y a-t-il actuellement à Kuala Lumpur ? Alors actuellement, il y en a presque 25.
Et on a des objectifs pour 2025 pour développer davantage, déjà avec le joli portefeuille et les jolies marques logos que montrait Laurent tout à l'heure, donc pour des nouveaux business. On espère vraiment pouvoir avoir un développement de la région asiatique en termes de nouveaux business. Et puis, probablement certaines activités, certains portefeuilles, on est en train de voir pour que Tunis puisse aussi transférer une partie de ses activités vers Kuala Lumpur toujours dans cet esprit d'échange, de travail ensemble. Et puis, l'objectif, c'est vraiment de développer cette plateforme. Donc, courant 2025, on aura probablement un nombre de collaborateurs qu'on signalera plus élevé. Merci. Alors, une question qui s'adresse autant à Pauline qu'à Doua, parce que vous êtes allé sur place. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, frappé sur l'état d'esprit qui règne à Kuala Lumpur? Pauline, alors, tous les collaborateurs à Kuala Lumpur sont extrêmement surprenants parce qu'ils sont très, très, très avenants. Ils sont extrêmement motivés, ils sont toujours contents de tout. Donc, c'est très agréable de travailler avec eux. Et d'ailleurs, c'est le son de cloche aussi qu'on a eu de tous les collaborateurs, formation et opérationnels qui se sont rendus sur place. C'est vraiment des personnes qui sont curieuses de tout et qui sont très, très impliquées dans leur formation et dans leur montée en compétences. Et effectivement, personnellement, j'ai été frappée. Alors, j'ai connu la Malaisie sous différentes formes. Donc, au départ, avec Amandine et Laurent Bonnotte, dans la découverte du pays des Malaisiens que je ne connaissais pas du tout. Peuple très accueillant, très chaleureux. Et puis, plus on travaille, en fait, ils sont vraiment accueillants dans le sens où ils veulent être facilitateurs dans absolument toutes les démarches. On s'en rend compte dans la création de la filiale. Créer une filiale qui est à 6 ou 7 heures de décalage horaire, c'est jamais évident. Et tout, même au niveau groupe, du CSI, que ce soit le juridique, que ce soit la trésor, ils ont eu une facilité et du répondant, une réactivité qui est très appréciable. Et puis les collaborateurs, effectivement, alors ils ont un côté un peu en retrait, timide, une certaine humilité aussi. Et puis dès qu'il y a cette relation qui commence à s'établir, là, c'est vraiment ce que disait Pauline, vraiment impliqués, investis, ils veulent bien faire, ils veulent apprendre, et ils ont ce vrai besoin d'esprit d'appartenance. Donc, on nourrit, très collectif, exactement. Et donc, on les nourrit depuis Paris, depuis Tunis, avec toutes les interactions qu'on peut avoir. Et d'ailleurs, je pense que vous aurez l'occasion de voir ça. Il y a un petit mot bien sympathique de Fred et moi pour le bureau. Donc, je ne sais pas, Yasmina, quand est-ce que ce sera diffusé. Mais en tout cas, on leur fait un message officiel du siège pour les féliciter officiellement et leur annoncer la bienvenue. Et on partagera ça avec vous aussi. Et je pense que ça ne fera qu'améliorer encore l'esprit d'appartenance qui commence à y avoir. Merci beaucoup pour votre partage. Question très factuelle, combien de têtes seront gérées à Kuala Lumpur à court moyen terme? Alors actuellement, il y en a 15 000. Il y a 15 000 et un petit chouïa, donc 15 000 et quelques têtes. Et l'objectif, c'est de tripler à horizon d'1 an le nombre de têtes gérées. S'ils peuvent être sur un modèle de 30 000 têtes expatriées, ce serait très bien. Ce n'est pas une question, c'était plutôt une information que Karine tenait à nous partager sur le fait que les pages contacts avaient été mises à jour sur les espaces. Oui, tout à fait. Donc c'est un travail énorme. Oui. Donc pour MSHP, ASFE, Préventaire et UNESCO SOFAR. Et donc la suite va être mise à jour au fur et à mesure. Donc ça et la mise à jour des cartes, c'est un gros chantier, tous les formulaires. Tout à fait. Exactement. Et on remercie les CEK pour ce bon travail. Exactement. Merci. Et sachant qu'il y a beaucoup de manuels dans ces tâches, donc c'est un vrai travail sur lesquels les CNK, les Karine, ont travaillé, qu'on remercie beaucoup. Et sans brûler les étapes, mais il y aura
un joli défilé de remerciements pour Kuala Lumpur, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dans l'ombre, et ça a été un vrai travail collectif, pas que des personnes qui sont dans le cœur du métier ou qui sont... Enfin, c'est vraiment un travail de beaucoup de personnes qu'on ne voit pas souvent, parce que ils sont beaucoup sur des sujets très transverses. Je pense notamment aux juridiques, je pense notamment aux équipes techniques, je pense à toutes ces personnes, les équipes IT, toutes ces personnes qu'on ne voit pas forcément en front et qui ont beaucoup contribué. Bien sûr, les personnes qui ont été investies, qui sont allées sur place et autres, et même à distance sur la formation. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est ceux qui on pense directement et qu'on remercie en premier lieu, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les coulisses et qu'on ne remercie jamais assez. Donc, il y aura un défilé nominatif de tous les intervenants. Dans lequel il y aura la traduction. Oh, bien. Je regarde les gardiennes du temps. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions qu'on n'avait pas eu le temps de prendre dans la séquence précédente? Super. Donc là, une question autour de la... Donc on quitte temporairement la Malaisie. Une question qui tourne autour de la RSE au bureau de Tunis. Donc, à quand de la RSE au bureau de Tunis? Alors, on a commencé. Ah oui, ils sont complètement inclus. Et puis, il y a pas mal de communication. Enfin, sur Paris et sur Tunis, on fait pas mal d'événements en commun. Là, sur le Octobre Rose, il y a également une action. Ils participent. Je précise que Tunis a participé à l'évaluation du bilan carbone, au même titre que Dubaï, que le Canada, que la France. Donc voilà, ils sont totalement inclus dans le périmètre des actions. Alors évidemment, quand il y a des actions, si on fait World Cleanup Day tel jour à Season, évidemment, ça ne peut pas être l'exact équivalent, mais il y a aussi des actions. Voilà, c'est vraiment basé sur l'initiative. C'est des approches qui sont très bottom-up, si je peux dire. Voilà, donc par définition, les actions RSE sont bien sûr couvrent aussi le bureau de Tunis. Merci. Alors là, il y a toute une série de questions business, peut-être plutôt pour Laurent. Première question qui porte sur la nature du business avec Boupa. Une personne qui demande si c'est possible d'avoir plus d'infos, notamment en ce qui concerne les volumes, les clients concernés. Oui, bien sûr. Alors en fait, Boupa a un book de santé à l'international avec une foultitude de typologies de clients qui passent de clients individuels en passant par des petites et moyennes entreprises, des grands groupes internationaux et des organisations internationales. Et pour tout ce qui est des soins qui sont effectués sur l'ensemble de l'Afrique, par donc des bénéficiaires qui sont issus de ce portefeuille. Donc ça peut être des bénéficiaires individuels, ça peut être des salariés de petites entreprises, ça peut être des salariés de multinationales. Et ben aujourd'hui, ils font le constat, ou en tout cas ils ont des remontées de la part de leurs bénéficiaires et donc de leurs clients, que le service n'est pas tout à fait dans l'épure de ce qu'il devrait être. Et notamment en matière de réseau qu'ils considèrent comme pas tout à fait satisfaisant. Et ils ont perdu un certain nombre de clients compte tenu de cette insatisfaction de services proposés. Donc, ils ont mené une réflexion en interne en se disant, plutôt que de perdre des clients parce que visiblement notre qualité de service au global sur le continent africain n'est pas tout à fait suffisante, pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas à un TPA indépendant et le meilleur si possible, la gestion de l'ensemble de ces soins lorsqu'ils sont sur le continent africain, avec un focus sur le tiers payant. Sur le pay and claim, ils n'ont pas de remontée, mais sur tout ce qui est direct billing, c'est moins bien. Voilà, et c'est dans ce cadre qu'ils se sont rapprochés de nous parce que, voilà, je crois qu'on le sait, MSH aujourd'hui est considéré sur le continent africain probablement comme le TPA le plus complet qui soit, que ce soit en matière de réseau,
puisque notre réseau s'est fortement développé en Afrique sous l'impulsion d'un certain nombre de clients comme la SECNA, comme l'EMI et puis d'autres. Et donc du coup, ils se sont rapprochés de nous en disant, est-ce que vous seriez prêts à reprendre la gestion de la totalité de ce portefeuille, de tous ces assurés, quelle que soit l'origine des clients, dès lors que c'est sur le continent africain et dès lors qu'on est sur du direct billing. Voilà pour le contexte. Alors c'est gros, hein, si on veut donner des chiffres. Alors je suis désolé, hein, je raisonne toujours en commission, en vilain commercial que je suis, mais en ordre de grandeur pour un message, c'est un contrat qui pourrait faire plus d'un demi-million d'euros de commission. Donc ça veut dire que ce serait un très gros contrat. Et puis stratégiquement, on veut se renforcer en Afrique. D'abord, parce qu'on y a déjà une position dominante. Donc, on considère qu'il faut savoir surfer sur ses forces. Et donc, du coup, continuer d'accélérer sur l'Afrique. Et puis aussi parce que là, avec Bupa, ce serait hyper complémentaire avec le portefeuille qu'on a aujourd'hui. Si je vous la fais rapide, hein, on est particulièrement développé, et notamment en matière de réseau, sur l'Afrique dite francophone. Bupa, et compte tenu du fait que la compagnie est d'origine anglaise, a un portefeuille qui est essentiellement sur l'Afrique anglophone. Et donc, si on arrivait à récupérer la gestion de ce portefeuille, qui est plutôt sur l'Afrique anglophone, sachant qu'on est déjà leader sur l'Afrique francophone, ça veut dire qu'on serait le leader incontesté sur l'ensemble du continent africain, que ce soit la partie francophone ou la partie anglophone. Et ça, ce serait bigrement intéressant, d'autant plus, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les démographes, hein, que le continent africain, dans 10-15 ans, va connaître une croissance de sa population absolument dingue. Voilà, donc ça fera un très joli partenariat avec un des leaders mondiaux de ce secteur, Bupa, dont on serait fier et qu'on n'a pas. 2, ça ferait de nous le leader incontesté sur le continent africain, tant sur la partie francophone qu'anglophone. Et puis 3, ça nous permet de continuer d'investir sur un continent dont chacun dit que ce sera la Chine de demain. Il y aura d'autres questions auxquelles on apportera réponse dans la foulée du message qui vous sera envoyé pour conclure ce webinaire. Fred, si tu veux conclure. Très bien, écoutez, voilà les remerciements qui arrivent sur l'ensemble des personnes pour Kuala Lumpur. Donc, bravo et bravo à toi, Doua. Je suis ravi d'avoir vu ce bureau, de l'idée de démarrage. On l'a pas redit, mais on a été un petit peu embêtés par nos clients qui ne voulaient plus toujours que leurs expatriés aux Philippines, en Thaïlande, à Singapour, etc., soient gérés à Shanghai avec l'histoire des données. Et donc, c'est un peu le point de démarrage. Et il faut qu'on réfléchisse à une solution et on a un bureau qui fonctionne avec 23 personnes formées sur place. Je pense qu'il s'est passé 12 à 18 mois. Donc bravo, c'est une belle aventure et c'est que le début. Donc super boulot. Voilà, écoutez, j'étais ravi, c'était vendredi, on était tous un peu enjoués, hein. C'est peut-être parce que c'est le week-end qui arrive. Mais en tout cas, c'est comme toujours un grand plaisir de pouvoir se retrouver, de répondre à vos questions. C'est un grand plaisir aussi, parce que vous l'avez vu, les chiffres du groupe sont pas mauvais, ceux des messages non plus. On vous a parlé du baromètre social et encore merci pour vos réponses. Et on va continuer à travailler. Je veux qu'on continue à améliorer et c'est important et c'est quelque chose qui ne s'arrêtera jamais. Il faut toujours faire mieux quand on peut, là où on peut. Et puis, vous avez vu la partie de Laurent avec le Money Time. Donc, on attend effectivement la réalisation de quelques baleines et de belles affaires. Et ce que j'avais dit aux équipes quand on n'a pas fait Schlumberger, on était tous très tristes. La meilleure des réponses, c'est qu'on fasse la meilleure année commerciale de tous les temps sans Schlumberger, ce qui pourra montrer qu'on n'avait pas besoin de Schlumberger pour faire mieux que ce qu'on a prévu à notre année commerciale, qui prouve la qualité
de votre travail, la qualité des équipes de MSH et la qualité du One MSH, c'est-à-dire qu'on arrive à travailler tous ensemble, la main dans la main. Voilà. Là-dessus, je vous remercie encore une fois. Bravo à tout le monde. N'hésitez pas à flasher pour répondre sur le QR code de manière à voilà, donner. Puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour que on se retrouve afin de vous faire une mise à jour de là où on en est. Et je suis sûr que Laurent nous aura dit qu'il a fait Ferrari entre-temps. La semaine. On vous embrasse. Merci. Salut. Merci. À très vite. Bon week-end à tous. Non, je vais rien.